Très bien, merci à tous, bonjour. On est là aujourd'hui pour faire le webinaire sur la gestion de crise. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, Romain Métayer, je suis le directeur cybersécurité chez Novancy. Alors, il y a des gens que je connais dans l'assistance, des gens que je connais moins, donc je vais en profiter pour balayer rapidement. Donc, je suis chez Novancy, moi, depuis 2017. Arrivé en tant qu'ingénieur réseau et sécurité, je suis, après être passé responsable technique, devenu directeur cybersécurité chez Novancy. Et donc, je gère aujourd'hui une quinzaine de personnes qui traitent du coup des offres et de l'accompagnement de nos clients sur les questions réseau, questions sécurité technique et de gouvernance. Et du coup, j'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui d'Olivier Dagron, que je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Olivier Dagron. Donc, j'ai travaillé comme responsable informatique à l'ADAPI Charente entre 2017 et 2024. Et depuis une quinzaine de jours, je suis directeur informatique à la Croisée DS. Et donc aujourd'hui, pour l'ADAPI, je vais parler plus de l'ADAPI où nous avons vécu une attaque avec Logbit 2.0 au mois de mai 2022 et on a travaillé donc avec Novancy comme équipe de crise, de gestion de crise. Très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions lors de la présentation. Vous avez justement un petit module dans le chat GoToMeeting pour poser vos questions. Alors, je vous ne promets pas de pouvoir les répondre en live, mais ce qu'on fera, c'est qu'on va se conserver 10 à 15 minutes en fin de session pour justement pouvoir répondre à toutes vos questions. L'objectif de toute façon donc de ces webinaires, je le rappelle, c'est de vous donner de l'information, de créer un petit peu justement d'échange et de partager tout ce que nous on peut voir sur le terrain, parce qu'on a la chance entre guillemets d'avoir plusieurs contextes, d'intervenir dans différents environnements clients. Et donc l'idée c'est de vous partager ces retours d'expérience, ces bonnes pratiques. Et donc je remercie Olivier pour une nouvelle fois pour cette intervention et sa présence à mes côtés. Sur l'aspect gestion de crise, donc aujourd'hui on va séquencer à peu près 45 minutes autour de trois volets ou trois sections, je dirais, de ce webinaire. Donc d'abord aborder les volets d'une gestion de crise. Ce qu'on entend par volet, c'est les différents enjeux qu'on va retrouver. On les décrira après. Ensuite, de faire un focus sur la gestion de crise, comment elle se déroule, quelles sont les différentes étapes au sein d'une gestion de crise et justement comment aborder aussi un peu sa temporalité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Justement ensuite pour vous donner quelques enseignements qu'on a pu tirer suite à ces gestions de crise. Donc là encore, Olivier pourra témoigner et apporter son expérience personnelle. Et j'essaierai en effet, moi pour ma part, de vous partager aussi, de vous donner les différentes expériences que l'on a pu mener au sein de Novancy. L'idée étant justement de vous donner des billes à l'issue de savoir comment on peut construire une gestion de crise et comment ça se prépare, comment on se prépare au mieux à subir, voire à survivre à cette situation pas évidente. Donc les différents volets d'une gestion de crise, on va retrouver plusieurs enjeux. On va commencer par l'enjeu qui va être le plus détaillé aussi dans une section, dans la section numéro 2, qui est l'enjeu technique. Alors, quel est véritablement cet enjeu-là? Il y a un challenge qui se cache derrière. C'est surtout en fait le challenge qu'on appelle du forensic ou investigation en français. L'objectif est de bien comprendre finalement comment l'attaque s'est déroulée et comment malheureusement une telle situation a pu arriver. Ça peut se matérialiser par différentes choses. L'idée, c'est de trouver de toute façon quelles sont les vulnérabilités ou quelle est sa surface d'exposition, sa surface d'attaque qui a pu être mise à profit par les attaquants. Et donc, quel était le vecteur d'attaque, la compromission initiale, ou alors ce qu'on peut appeler aussi le patient zéro, c'est-à-dire le premier objet, le premier hôte qui a été compromis avant de comprendre ensuite toute la chaîne d'attaque qui a été faite. Alors, avant que je détaille justement deux, trois parties, est-ce que peut-être Olivier, tu as, toi, en fait, quel était pour toi l'enjeu technique qui a été difficile peut-être à surmonter ou sur quel levier tu as pu
tirer profit pour justement aller affronter cet enjeu technique qui est pas des moindres, qui est justement de comprendre comment s'est déroulée cette attaque. Ah oui, alors oui, ça c'était pas évident. Donc en fait, cette attaque, c'est arrivé un vendredi soir. On a été au courant le samedi matin. On n'a pas d'équipe, nous, on n'est pas d'astreinte. Donc personnellement, on a reçu les mails, on a vu que ça commençait à partir dans tous les sens. Donc on est revenu dans les bureaux pour un peu comprendre. On savait pas trop comment réagir parce que il y avait rien d'écrit. Rapidement, on a vu qu'en fait tous nos serveurs avaient été vérolés, nos serveurs qui étaient des serveurs virtuels, nos serveurs physiques aussi, des serveurs de physique de fichiers qui étaient distants étaient vérolés aussi, et que les postes des utilisateurs, eux, n'étaient pas vérolés. Ça, c'était le premier constat. Et on a vu aussi rapidement que nos sauvegardes de nos serveurs principaux, de tous nos serveurs virtuels, n'étaient pas vérolées. Donc, on a respiré. Et par contre, on avait des sauvegardes de serveurs physiques de fichiers qui étaient un peu vérolés, mais c'était des informations moins importantes. Donc, on a perdu des données, mais c'était moins important. Donc là, le but, c'était de couper le réseau assez rapidement de l'extérieur, de se mettre en relation avec vous assez rapidement et voilà, vous nous avez fait comprendre qu'il fallait déjà voir d'où ça venait pour comprendre et qu'est-ce qu'il allait falloir changer. Et ça, c'est vrai que c'était une surprise aussi pour moi parce que bon, voilà, je n'avais pas ces notions-là. Ouais. Ok, donc ensuite on y reviendra justement un peu plus, comme je disais tout à l'heure, sur cet aspect technique qui est comment on va faire pour comprendre en fait comment on en est arrivé là, pardon. Ensuite, pour passer sur les autres enjeux, donc on a l'enjeu financier. En effet, quand une entreprise, une collectivité, peu importe la structure, elle est confrontée en fait à cette attaque, donc on se retrouve, comme tu le disais, hein, Olivier, paralysé partiellement ou totalement. Donc forcément, ça met un stop à toute l'activité de l'entreprise, que ce soit une usine qui soit en train de produire, que ce soit aussi par la partie administrative ou bureautique qui ne peut plus éditer des bons de commande, passer des commandes chez ses fournisseurs. Et donc se pose vraiment la question de la continuité d'activité et comment faire pour justement réduire cette perte financière qui va être donc on va retrouver des pertes directes liées à la paralysie de la production, mais aussi des pertes indirectes. On viendra justement après sur la fameuse réputation, puisque on voit aussi que maintenant il y a beaucoup la presse s'en empare très vite et même les réseaux sociaux. On voit des personnes qui sont très actives pour justement partager, communiquer et sensibiliser dans le bon sens du terme ce qui se passe sur le territoire. Mais néanmoins, ça a un impact aussi du coup à la fois sur la partie réputationnelle et qui peut lui-même avoir un impact indirect sur la partie financière à travers justement ce challenge de l'image, de la perte de confiance qui est engendrée chez ses partenaires ou chez ses clients. C'est pour ça Oui. qu'il faut pas négliger l'aspect communication. Donc on y reviendra aussi dans un volet de la deuxième section de ce webinaire. Mais il est important de prendre en compte comment traiter la communication, comment traiter cette communication en interne pour se rassurer aussi un petit peu les personnes, les collaborateurs, mais aussi comment communiquer en externe afin justement aussi de rassurer ses potentiels clients et prospects ou fournisseurs. Alors pour nous à l'ADAPI, donc l'enjeu financier, c'était l'immédiat, c'était de se dire, on était début mai, donc l'idéal, l'enjeu, c'était de faire les payes. On est dans le médico-social où les gens n'ont pas forcément des salaires énormes. Donc l'enjeu, c'était de donner des fiches de paye et de payer les gens à la fin du mois. Donc ça, c'était le gros objectif. Et après, le deuxième objectif, c'était de redémarrer l'informatique au niveau de la facturation pour nous donner nos factures et aussi pour encaisser les factures. Donc voilà, ça c'était les deux trois gros enjeux qu'on a mis assez rapidement sur la table. La communication, donc on a eu de la chance parce qu'on avait Office 365 qui n'a pas du tout été touché par le virus, donc on a pu continuer à communiquer par la messagerie. La difficulté, c'était que tout le monde n'avait pas forcément encore de l'internet, donc il a fallu remettre de l'internet. Et là, on s'est aperçu de la grosse difficulté que tout le monde n'avait pas forcément des smartphones avec de la data suffisante et que il a fallu tout de suite upgrader en fait les forfaits sur la data. Et ça, c'était un autre enjeu, mais qui n'était pas forcément important pour moi, mais qui était important pour tous les salariés.
et donc ça a été géré en partie par une collègue, enfin de façon nouvelle parce que je n'avais pas le temps de le gérer, quoi. Voilà. Ouais, tu fais bien de le citer, c'est vrai qu'il y a ces coûts en effet directs ou indirects qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est par exemple le coût aussi de la remédiation. C'est bah, payer justement les entreprises qui viennent vous aider, parce qu'on a justement pas souvent, et on y reviendra dans l'enjeu technique, les compétences en interne. Donc il faut se faire accompagner par des prestataires de réponse à incidents. Et c'est vrai que ça fait partie des coûts directs. Et en coût indirect, il y a aussi ce que tu as cité. Donc je te remercie de l'avoir rappelé. Enfin, il y a le volet humain, donc l'enjeu humain qui n'est pas des moindres et qui a une des choses positives que je constate au fil des années, c'est qu'avec les cyberattaques qui sont répandues de plus en plus, l'aspect humain est de plus en plus pris en compte. Et ça, c'est important. Au départ, bah, il était négligé, voire en fait même inconnu. Il y a ce qu'on appelle le challenge en fait psychologique, qui est de préserver la santé des collaborateurs. Alors sur la santé des collaborateurs, on va dire deux types de collaborateurs. C'est les utilisateurs finaux du service informatique ou de l'IT qui ont besoin de l'outil informatique pour travailler. Et c'est assez marrant pour donner aussi bah, du coup plusieurs anecdotes. On a des utilisateurs qui se trouvent pas forcément gênés par l'arrêt de l'activité, puisque bah, c'est, on va dire, entre guillemets, presque des vacances forcées ou du chômage partiel, donc qui s'en portent pas plus mal. Et à l'inverse, on retrouve des collaborateurs qui sont totalement démunis parce qu'ils ne peuvent plus travailler et ils se retrouvent sur une situation de stress parce qu'ils ne sont pas en capacité bah, d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés à une journée ou à plusieurs jours. Et donc, sans possession de l'outil informatique, il y a un réel désagrément et un réel désarroi qui prend part. Donc, il faut aussi gérer cet aspect psychologique auprès des collaborateurs, ne pas aussi trop entre guillemets les responsabiliser ou les victimiser, puisqu'il y en a qui se retrouvent qui se sentent responsables. Donc ça, c'est aussi une des choses importantes. On a vu des situations de crise où bah, on a fait appel aux médecins du travail ou au groupe justement la santé du travail qui se trouvait dans l'entreprise, au personnel compétent pour pouvoir justement assister et écouter en fait ces personnes-là. Et ça, c'est un des volets qu'on ne voyait pas avant, ou en tout cas dont on n'avait pas conscience. Mais c'est un véritable enjeu pour l'entreprise ou pour une collectivité à ce jour. Oui, Sur la donc deuxième, vas-y, pardon, je te pour laisse parler. témoigner, juste pour dire, oui, ça c'est super important. Je pense que ça sera de plus en plus important parce que les attaques sont de plus en plus fortes et en plus, donc, alors tous les services informatiques sont pas forcément énormes, donc ça peut impacter. Donc il va falloir travailler le week-end, faire des heures. Ça impacte effectivement les collègues quand ils peuvent plus travailler parce qu'ils passent toute la journée sur leur ordi et tout d'un coup on leur dit vous n'utilisez plus l'ordinateur. Donc c'est vrai, effectivement, ça je confirme que tout ça c'est complètement dans le réel. Comme tu le dis, pour les collaborateurs qui sont eux en effet membres de l'équipe informatique, eux vont en plus subir une charge supplémentaire qui est cette charge, cette pression et la charge de travail pour pouvoir bah, investiguer, remonter des services pour leurs utilisateurs ou pour leurs clients. Et du coup, cette charge de travail, bah, souvent, on ne la compte pas. Et donc, les gens travaillent jour et nuit pendant plusieurs jours consécutifs. Et il faut bien penser aussi à ça et l'anticiper de manière à créer tant que possible un roulement des équipes. Alors je sais que on n'a pas forcément autant de personnel que nécessaire déjà sur de la vie quotidienne, donc quand on est en gestion de crise, c'est compliqué d'avoir encore plus de personnel, mais il y a des leviers qui existent sur certaines. Alors, on a vu des entreprises ou des collectivités qui ont pu s'entraider entre elles, donc faire appel aux voisins, ça par exemple, quand il y avait des volontés qui se manifestaient. Il y avait bah, forcément les prestataires externes ou même des collaborateurs volontaires qui ne sont pas dans l'équipe informatique, mais qui se portent volontaires pour bah, venir aider sur des tâches mineures telles que bah, le contrôle de l'état de santé de poste de travail. Donc voilà, ça permet d'alléger aussi l'équipe informatique puisqu'elle va être mise à rude épreuve pendant plusieurs jours. Le dernier volet aussi sur l'aspect humain, mais qui lui touche l'humain extérieur et pas l'humain de l'entreprise ou de la structure, c'est bah, tout ce qui est client. Une entreprise qui a des données sur ses clients ou sur ses fournisseurs,
quand il y a le plus souvent maintenant exfiltration, il y a une perte de confidentialité sur la donnée que l'on détient sur le SI auprès de ces individus. Donc là aussi, c'est un vrai challenge et on va retrouver justement l'aspect de communication qui est important pour pouvoir les informer, puisqu'en plus, maintenant, il y a une réglementation qui impose d'informer toute personne qui est victime de compromission ou d'intrusion sur des données personnelles. Forcément, je fais référence au RGPD. Oui. Poursuivant justement sur, maintenant qu'on a balayé les différents enjeux, l'idée c'est de poursuivre sur le déroulement d'une crise et de mettre un petit peu, alors sans mettre le nez dans la technique, mais de comprendre comment ça se passe et quelles sont les différentes étapes. Alors là, vous voyez un document qui vient justement de l'ANSSI qui a essayé de faire apparaître sur un seul et même diagramme, sur un seul et même graphique, les différentes étapes qu'on peut retrouver dans une gestion de crise et justement cette temporalité qui est plus ou moins extensible. Pour déjà parler des différentes étapes, on va parler de la première partie, enfin de l'étape intermédiaire qui est la compréhension. Il est extrêmement important, justement, comme on l'a dit au départ, dès qu'on se retrouve face à des systèmes infectés, de comprendre d'où vient l'attaque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur chacune de ces étapes-là, on va retrouver justement les différents enjeux qu'on a cités. Donc l'enjeu humain, on va le retrouver sur à la fois l'étape de rémédiation, l'étape de compréhension de l'attaque et son pilotage. Et on va détailler justement ensuite chacune des trois étapes. On va se concentrer rapidement dans un premier temps sur l'enjeu technique. Je le disais, c'est vraiment l'enjeu majeur et c'est celui par lequel on commence quand en fait on démarre une réponse à incident. On est face à des systèmes impactés. Il faut faire dans un premier temps la liste des actifs impactés, donc vérifier tout ce qui est chiffré. Tu le citais tout à l'heure, Olivier, c'est de savoir combien j'ai d'actifs sur mon parc et quel est le taux d'actifs qui est impacté. Donc, comment je vais vérifier que ces actifs sont impactés? L'impact, ça peut être du chiffrement, c'est souvent le cas sur le cas d'un ransomware, ou ça peut être aussi la présence d'autres traces laissées par les attaquants qu'on va appeler des traces malveillantes ou des indicateurs de compromission. Et toute cette phase-là, c'est une étape extrêmement importante puisqu'on commence par celle-ci, c'est celle-ci qui va conditionner tout le reste pour arriver jusqu'à une reprise d'activité. Oui, alors nous, c'est vrai que ça, c'est c'est difficile, je trouve, à comprendre au début, cette phase-là, parce qu'on a tout de suite envie de repartir. Donc, comme on sait que nos sauvegardes sont pas trop mal, on a envie de restaurer assez rapidement les serveurs pour faire travailler les gens. Et après, on comprend bien, une fois qu'on commence à investiguer, qu'on commence à comprendre. Et là, on remonte ou on émet des hypothèses et ça nous dit qu'est-ce qu'il faut changer avant de restaurer. Donc nous, c'était un serveur qui était sur un site éloigné, qui avait été compromis, qui après, avec le compte admin, il a permis de hacker tous nos autres serveurs. On pense qu'ils étaient rentrés par le pare-feu, qui était pas du tout suffisant. Du coup, voilà, ça nous avait donné toutes ces hypothèses et qu'est-ce qui avait à changer derrière. Avant de repartir, il fallait que ça soit complètement sécurisé. Donc c'est vrai que cette étape-là, elle est importante, elle est pas forcément maîtrisable par les équipes en interne. Donc, mais c'est important. Alors, pour bien comprendre justement cette compréhension, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour faire une petite parenthèse, toutes les attaques respectent néanmoins un séquencement où on va retrouver toujours le même. Ce qu'on appelle la cyber kill chain, donc qui est la chaîne d'attaque qui décrit les 7 grandes étapes ou les 7 grandes phases qu'un attaquant va mener pour atteindre justement la fin de son attaque et son objectif ultime. Souvent, il passe très rapidement par une phase de reconnaissance, donc souvent quelles sont les vulnérabilités sur le SI. Souvent, il se trouve d'abord à l'extérieur, à moins qu'il justement il ait déjà récupéré un identifiant volé et donc il se retrouve déjà sur votre système d'information. Et là, il va pouvoir même mener une phase de reconnaissance interne de manière à voir quelles sont les vulnérabilités ou les tactiques, les différentes possibilités qu'il va pouvoir utiliser. Se trouve la partie de weaponisation, donc c'est le fait de préparer son attaque. Une fois qu'il a bien connaissance de l'attaque, il va pouvoir vraiment la séquencer avec la connaissance du SI et on va retrouver justement les différentes phases, les différentes tactiques de
de pivot, donc de déplacement sur un réseau, ce qu'on va appeler les déplacements latéraux, ou d'élévation de privilèges, de manière à avoir les pleins pouvoirs et à encore faire plus de dégâts. Et à ce moment-là, donc, il va pouvoir délivrer. Souvent, c'est un ransomware qu'on va retrouver dans la plupart des cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas forcément toutes les attaques qui ont un but de ransomware. On retrouve trois grands types de menaces ou trois grands types d'acteurs. Hein. C'est les cybercriminels, donc l'organisation cybercriminelle à but lucratif. C'est celle qui nous concerne le plus aujourd'hui et qu'on va le plus parler puisqu'elle représente 90% des cyberattaques aujourd'hui. Mais il y a aussi celles qui font moins de bruit et qui sont plutôt des fins d'espionnage. Et comme c'est de l'espionnage, elles sont un peu plus discrètes. Elles sont souvent menées par des acteurs étatiques. Et donc, on ne va pas forcément dans ce cas-là retrouver du chiffrement, mais plutôt de la surveillance et de l'exfiltration de données. Quoi qu'il en soit, les attaquants, ils mènent toujours en fait ces différentes tactiques d'attaque, donc ils sont référencés dans des frameworks un peu plus détaillés sur lesquels on ne reviendra pas aujourd'hui. Et tout ça pour dire que l'objectif de la compréhension de l'attaque, et donc on va y revenir rapidement dessus, c'est de savoir quelles ont été les tactiques utilisées par l'attaquant et donc quelles ont été les techniques au sein de ces tactiques de manière à bien retracer et donc à bien identifier les vulnérabilités inhérentes du SI pour, comme le disait Olivier tout à l'heure, repartir sur quelque chose de sain et de plus sûr et de ne pas être confronté à une deuxième attaque de la même, du même acabit. Oui, nous, c'était exactement, enfin, on pense, c'est ce scénario-là, et on voit bien que c'était précis parce qu'ils étaient là depuis plusieurs semaines, sûrement, sur notre système. Et en fait, ils ont commencé à tout verrouiller un vendredi soir à 21h, la veille d'un week-end férié. Donc tout ça, c'était planifié, quoi. C'était vraiment bien planifié. Donc, Tout ça, ça prend du temps, parce que justement, comme on le dit, c'est assez technique, et donc c'est là où il faut sensibiliser les directions, les utilisateurs de l'IT qui ne sont pas forcément justement conscients de toutes ces étapes-là, mais ça prend du temps d'analyser, d'avoir justement de collecter tous ces éléments-là. Pour bien comprendre et mener une investigation complète, il faut justement, comme on le dit tout à l'heure, identifier les actifs impactés, il faut faire ce qu'on appelle de la collecte de preuves, qui va être utile pour les analystes dans le cadre de l'investigation à analyser les logs, mais aussi dans le cadre de l'enquête judiciaire, comme il y a un dépôt de plainte aussi qui est nécessaire à faire dans les 48 heures, mais il va falloir fournir aussi aux différentes autorités, que ce soit la police, la gendarmerie ou même l'ANSSI, sur lesquelles, selon les secteurs d'activité, des fois on intervient aussi en collaboration avec l'ANSSI, il faut fournir ces différents éléments qu'on appelle collecte de preuves. Donc, en fonction de l'impact qu'a eu lieu une cyberattaque et surtout en fonction de, je dirais, la taille de l'entreprise ou du SI, ça peut prendre un certain temps, et ce certain temps, il est souvent, on le mesure en fait en semaines. Et c'est là où il nous faut sensibiliser justement les directions, les métiers pour être conscient que ce n'est pas appuyer sur un bouton et on repart sur la base des sauvegardes la veille. Donc ça, c'est extrêmement aussi important de le prendre en compte et de diffuser ce message-là auprès des directions pour dire que de toute façon, sur les attaques sur lesquelles les réponses incidents que nous avons fait, certaines ont pu repartir en quelques jours, certaines ont pris plusieurs mois. C'est pour ça qu'on prend plutôt l'échelle de la semaine. Et en général, on est sur 3 à 6 semaines, en tout cas dans une reprise d'activité en mode dégradé, ce qu'on appelle avec les services essentiels. oui, nous, c'est à peu près ça. Oui. Et donc, on est reparti pour la partie facturation RH qui sont partis au bout de 10 jours. Et après, on a commencé à ouvrir au fur et à mesure. Et pour l'enjeu on avait 500 PC qu'il fallait tous rescanner avec l'antivirus. Et ça, on a mis 2 mois pour faire tous les PC. Et sachant on avait un stagiaire qu'on a gardé un peu plus. Et du coup, on s'était renforcé, on avait renforcé l'équipe, mais on a quand même mis 2 mois parce que il y a ça à faire, mais il y a aussi le travail de d'habitude à refaire aussi. Donc voilà, ça met du temps. C'est en effet la bonne question de justement de la reconstruction. C'est ce qui nous appelle ce qui nous amène à la rémédiation. C'est qu'une fois qu'on a une compréhension suffisante de l'attaque, alors il faut savoir qu'on ne l'a justement pas toujours, puisque des fois les traces ont été perdues, ont été supprimées par les attaquants, et donc cette phase de compréhension peut être réduite, mais par contre la reconstruction va être d'autant plus longue puisqu'il va falloir durcir pour aller à la fin de la rémédiation. Donc la rémédiation, elle consiste souvent en fait en 3 phases, ce que dit l'ANSSI, c'est l'endiguement, l'éviction et l'éradiction.
l'éradication, pardon. Donc l'endiguement, ça veut dire stopper l'attaque et la limiter à un certain domaine, un certain spectre. Mais on se rend compte que quand on est dans le cas d'un ransomware, tout a déjà été chiffré, ou en tout cas les plus gros dégâts ont été faits, donc c'est difficile d'endiguer. Et c'est pour cela qu'on va très rapidement paralyser et passer à une phase de reconstruction plutôt que d'éviction de la menace, donc c'est-à-dire de suppression de la menace sur un SI quand il a déjà été totalement compromis. Cette reconstruction, elle peut se faire de différentes manières, justement en fonction des conclusions de l'investigation. On a trouvé des reconstructions où on est reparti de zéro. On a pu avoir des reconstructions sur la base de sauvegarde saine à S-1 en général, parce que là aussi, ça va dépendre de ce que disait Olivier tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'il y a eu le dégât ou le débarrage du ransomware, mais il y a aussi ce qu'il faut surtout comprendre dans l'investigation, quel était le patient zéro, donc quelle est la date d'intrusion et donc de l'attaquant pour revenir justement à un état sain et donc repartir sur des sauvegardes, pas juste avant le déclenchement du ransomware, mais dès la présence de l'attaquant. Et dans cette phase de reconstruction, on va mener des chantiers, différents sujets de sécurisation qui sont importants. La mise à jour des systèmes d'exploitation, si on repart sur des sauvegardes qui quand même étaient saines, mais qui nécessitaient peut-être des correctifs et de corriger des vulnérabilités sur les différents points d'entrée du SI, comme souvent ce qu'on retrouve, c'est les firewalls, les passerelles VPN, qui nécessitent des mises à jour avec des vulnérabilités à patcher. Ce qu'on retrouve aussi souvent, c'est de durcir le système d'exploitation et de l'Active Directory, qui est la pierre angulaire en fait du SI. Et finalement, ce que j'appelle moi souvent les joyaux de l'arène, c'est ce que cherchent à avoir les attaquants pour justement avoir le plus de dégâts possibles à partir du moment où ils sont administrateurs du domaine. Donc toutes ces choses-là, c'est des étapes de reconstruction qui sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas négliger, là aussi, qui vont en prendre du temps en allant jusqu'à la modification des secrets sur tous les points ou tous les actifs du SI. Une des choses qui est parfois aussi négligée, c'est la partie réseau. Alors surtout dans des cyberattaques de type espionnage, mais maintenant on en voit de plus en plus dans aussi de la cybercriminalité, c'est de la prise de main sur aussi les switches, donc les commutateurs et les actifs réseau qu'on ne soupçonnerait pas. Donc, il faut bien prendre conscience aussi que ces secrets-là, il faut les renouveler de manière à repartir sur un SI qui est le plus simple possible et donc avec le moins de connaissances que l'attaquant puisse retrouver dans le cas où il arriverait à réexploiter une nouvelle vulnérabilité. Oui, complètement. Du coup, enfin voilà, nous on était reparti de sauvegarde, on était reparti à J-1 pour les serveurs principaux, donc on n'avait pas perdu trop de travail pour les salariés. On est reparti sur un Active Directory qu'il a fallu forcément sécuriser énormément. Il y avait plein de règles qu'on ne connaissait pas, qu'il a fallu mettre en place. Des trucs bateaux, mais qu'on ne faisait pas. Ne pas avoir les mots de passe en clair dans un fichier Excel ou Word ou dans des procédures ou dans la messagerie, mais utiliser un KeePass. L'outil Ping Castle qui permet de voir rapidement que ça nous fait des graphes très rapides pour nous dire qu'est-ce qui est sécurisé ou pas sécurisé, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est pas évident à changer dans les têtes, à changer dans les façons de travailler, de continuer à travailler dans de bonnes conditions parce que des fois on a toujours besoin d'accéder en administrateur et en fait ça peut être compliqué de changer et, et continuer à entretenir cette sécurité tout le temps, ce qui est pas évident parce qu'au début, tout de suite, on fait des choses beaucoup plus de façon sécuritaire, mais après, de arriver à continuer à entretenir cette sécurité, c'est pas le plus évident non plus quand on est habitué à travailler de certaines façons. C'est exactement, c'est arriver à prioriser les choses dans justement ce qu'on appelle ce temps chaud, où il faut faire repartir, on sait très bien le plus rapidement possible une activité et les services essentiels, donc qui mènent des projets de sécurisation immédiats, mais aussi différencier des projets de sécurisation au long terme, qui vont plutôt devoir se faire, eux, dans ce qu'on appelle le temps froid ou dans la sécurisation en cycle nominal, et qui, en fait, on le voit par la couleur, hein, est quelque chose qui, de toute façon, être fait en amont même de l'attaque, de sécuriser ces différents actifs. Pour faire tout ça, il est extrêmement justement important, c'est de piloter la crise. Alors, comment on pilote la crise? Il
il y a la gestion de crise pour justement avoir un objectif de sortie de crise le plus rapidement possible, mais surtout le plus sereinement possible. Donc avec la conscience de ce qui s'est passé comme attaque, de ce qu'on a pu reconstruire en bonne et due forme, et donc avec les différents process ou les différents acteurs qu'on a pu mettre autour de la table. Pour faire ceci, et donc là, justement, si on va retrouver l'autre enjeu qui est réputationnel et financier, c'est surtout le pilotage qui s'occupe de cet enjeu-là à travers différents comités. On va retrouver le comité opérationnel qui est le plus souvent qui intègre les personnes techniques, donc le DSI, les équipes techniques de l'équipe informatique interne, les équipes de réponse à incidents, pour pouvoir justement mener de front cette compréhension et cette rémédiation et qu'elle se passe bien. Puis on retrouve un second comité qui, lui, est un peu plus restreint et qui on va appeler le comité stratégique, dans lequel on va intégrer plutôt la direction, les métiers potentiellement aussi, puisque quand il y a besoin d'arbitrer sur des priorisations de services à remettre en place, puisque on n'est pas non plus avec des ressources illimitées, afin de mener justement l'investigation et la reconstruction, il y a besoin d'arbitrer, de statuer. Donc ça se fait avec la direction. Et ce qui se fait aussi au niveau de la direction, c'est tout l'aspect de communication qui va être décidé, qu'on parle de communication interne ou de communication externe. On voit de plus en plus, et je le citais tout à l'heure, la presse qui s'en empare. Donc on voit souvent les médias locaux ou les médias nationaux qui tapent à la porte. On a même vu des caméras de télévision qui venaient pour justement venir prendre la température et témoigner. Donc c'est là aussi il faut savoir faire un peu barrage, savoir être fluide dans la communication. Et tout ça, ça nécessite de se rassembler, de se coordonner et d'acter sur la communication, qu'elle soit cohérente auprès du comité stratégique et qu'elle soit ensuite diffusée auprès des collaborateurs de manière à avoir un discours cohérent et homogène. Nous, c'est exactement ce qu'on a vécu. Donc voilà, comité stratégique opérationnel. Donc opérationnel, c'était surtout le SI avec Novancy aussi, des gens de Novancy, et parfois notre directeur qui passait. Et le comité stratégique, donc là avec plus les gens pour décider, notamment des nouveaux investissements qu'il va faire très rapidement, et la façon de communiquer aussi, communiquer avec nos salariés, communiquer avec entre guillemets les gens avec qui on travaille, les familles, le public. Enfin voilà, ça c'était très important et ça s'est exactement passé comme ça. Un des enjeux aussi qu'on a cité tout à l'heure au niveau du comité stratégique, c'est justement l'aspect financier. C'est la direction qui va devoir aussi statuer sur les déblocages budgétaires. On a parlé des différents sujets de sécurisation qu'il faut faire de manière immédiate. Donc ça nécessite des budgets, même parfois des financements. Ça nous est arrivé une fois ou deux d'ailleurs de travailler avec des organismes de financement parce que la trésorerie de l'entreprise n'était pas suffisante pour pouvoir repartir. Donc au risque de mettre la clé sous la porte, il est possible aussi d'avoir d'autres leviers de financement pour pouvoir justement passer sur des projets de sécurisation immédiats et ensuite retrouver une sérénité à plus long terme sur ce qui est la sécurisation qui sera traitée, elle, dans un second temps. Voilà, on a anticipé justement les réponses à la troisième section de ce webinaire, qui est comment j'organise ma gestion de crise. Vous l'avez un petit peu près ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces comités sont en fonction de la taille de la structure et aussi de l'impact qu'a eu encore une fois l'attaque. On peut retrouver différents comités, il n'y a pas de vérité. Sur des petites structures, on va retrouver un seul comité dans lequel sont réunis le comité opérationnel et le comité stratégique. Et sur des plus grandes structures, en effet, on en a au moins deux comités. Ce qu'il faut toujours, c'est que ça va être souvent le DSI, le RSSI ou le gestionnaire de crise, si le rôle est externalisé, qui va avoir un pied forcément dans les deux pour pouvoir faire le lien entre les décisions et informer ou donner les indications. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quels enseignements on a pu tirer. Donc Olivier, tu vas pouvoir tu en as déjà partagé quelques-uns. Oui. Mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est voilà, finalement, quand on sort d'une gestion de crise, qu'est-ce qu'on en retire? On en est épuisé, oui. Il faut un temps de repos, il faut un certain recul. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion et surtout, comment on peut se préparer à une prochaine gestion de crise ou si on n'en a jamais eu, et tant mieux, comment on peut se préparer à une potentielle gestion de crise si elle arrive demain.
un des exemples, une fois un de plus, qui est issu de l'ANSSI, hein, et donc du kit de gestion de crise cyber qu'a publié l'ANSSI, il me semble, en 2022. C'est un des exemples de comité, comme on a cité juste avant, avec un comité stratégique qu'on retrouve en haut, dans lequel on va avoir le directeur de crise, externalisé ou internalisé, ça peu importe, le board et les différents métiers qui vont justement être impactés par la crise cyber, de manière à être au courant des jalons, des prochains jalons, de la feuille de route qui se projette en termes de reprise d'activité, voire même finalement des modes dégradés qui sont demandés ou imposés aux utilisateurs de ces différents services. Et puis dans la cellule opérationnelle, on retrouve en dessous, comme on disait, le responsable cyber, le RSSI ou le DSI, qui s'appuie des différentes compétences en interne ou des experts en externe qui font justement la partie investigation, durcissement, remédiation, jusqu'à la phase de reconstruction qu'on a évoquée juste avant. Et donc, ce qui est important, c'est de gérer ce flot d'informations qui va être nécessaire entre les différents comités, puisqu'il y en a qui sont informés de la situation de crise, comme les comités stratégiques, qui doivent décider, et donc ensuite, en retour, informer les décisions stratégiques qui ont été prises au comité opérationnel, en termes de budget notamment, ou en termes de procédures aux différents services métiers, avec la posture ou l'attitude à adopter pour être soit en chômage technique, comme je disais tout à l'heure, ou en procédure en mode dégradé. Toute ces coordinations est extrêmement importante à avoir et il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du temps à tout ça. Par expérience aussi, une gestion de crise, elle est dotée d'une réunion quotidienne au démarrage et en fonction justement de l'avancée des choses, elle s'espace tous les 2 jours ou on arrive à 1 à 2 réunions par semaine jusqu'à la sortie de crise. Donc, ce que l'on disait maintenant, c'est comment préparer sa gestion de crise. Alors, justement, l'ANSSI aide beaucoup et nous, on a constitué justement aussi une démarche d'accompagnement qu'on essaye justement de mettre en œuvre lorsqu'on intervient sur des réponses à incidents, mais surtout qu'on essaye de mettre en prévention pour que les utilisateurs ou les entreprises soient à même et ne soient pas perdus, en tout cas, lorsque ça leur tombe sur la tête. Donc il y a plusieurs étapes. Alors il y en a 14 en réalité dans le guide de l'ANSSI, mais là on l'a simplifié pour justement déjà mettre un premier pas à la gestion de crise. Comment se préparer? Alors, celle qui d'ailleurs n'est pas des moindres, hein, c'est la première, c'est de bien connaître son SI. Euh, Ce qu'on entend par connaître son SI, c'est bien connaître son système d'information avec les différents composants et quels sont surtout ses services critiques, ce qu'on appelle les services essentiels. Et donc ça passe souvent par des analyses de risque. Si vous en avez déjà fait, tant mieux. Si vous en avez pas fait, je vous encourage à en faire. Il en existe plusieurs méthodes, hein. L'ANSSI recommande la méthode EBIOS notamment, qu'elle a généralisée à toutes les institutions gouvernementales et françaises, de manière à prioriser et avant de prioriser, d'identifier les services essentiels, donc cartographier son SI, quels sont les actifs, où sont les données importantes et sur quoi elles reposent en termes de socle technique, de manière à comprendre ce que je vais devoir faire repartir le plus rapidement possible. Et surtout, ce qui va peut-être m'aider dans le quotidien, dans la phase de sécurisation du cycle nominal, à peut-être cloisonner, partager ou répartir, enfin segmenter mon réseau et donc le sécuriser de cette manière-là. Est-ce que d'ailleurs, Olivier, je ne sais plus, tu avais en termes de sécurisation, ce qui avait été mené, toi, est-ce que la majeure partie avait été menée dans le cadre vraiment de la rémédiation, la majeure partie des ateliers et des durcissements de sécurisation, ou est-ce que ça a été fait plutôt a posteriori, puisque il a fallu repartir très rapidement et on va dire que le minimum a été fait dans le cadre de la rémédiation? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dès le départ. On n'a pas voulu réouvrir le réseau trop rapidement. Les principales choses, c'était de changer le pare-feu et d'avoir un pare-feu géré par un prestataire externe qui était notre fournisseur internet Adista pour pas les citer, alors qu'avant notre pare-feu était en interne. Et le durcissement de l'AD, ne plus utiliser le compte d'admin de domaine, hein, et voilà, et avoir pour chaque utilisateur SI, chaque administrateur du service info
avoir un compte admin, mais qui soit plus limité. Voilà, c'était les gros durcissements. Et après, tout le durcissement de l'AD, où il y avait du nettoyage à faire sur des comptes à supprimer, à modifier des droits pour limiter les droits énormément, et sortir du domaine le serveur de backup, sortir du domaine le NAS, enfin voilà, pas mal de choses. Donc ça, c'est les grosses choses qui ont été faites. Et, donc après, il y a tout ça, ça a des coûts. Donc on choisit plus ou moins d'aller sur plus de sécurité aussi en fonction de ses coûts. Hein. Faut pas se cacher. Enfin voilà, quand c'est trop cher, on ne peut pas forcément toujours y aller. Et au départ, on n'était pas allé sur les sauvegardes externalisées, mais on a réussi à dégager des économies. Et à un moment donné, alors là, c'était plusieurs mois après, hein, c'était presque un an après, on avait réussi à mettre des sauvegardes externalisées et immuables chez un prestataire pour voilà pour avoir on était plus en 3-2-1, mais on passait en 4-2-1-1, je crois. Voilà, et ça et c'était la sauvegarde qu'on avait rajoutée en plus, et aussi une sauvegarde où un peu comme le système de bande, c'était des NAS mais qui étaient déconnectés une partie de la semaine. Donc il y avait des NAS qui étaient connectés les 3 premiers jours de la semaine, et les autres NAS étaient connectés les autres jours, et enfin voilà, on déconnectait, on faisait quelque chose de manuel, mais j'avais tellement peur que ça me reprenne les sauvegardes que voilà, je voulais que ça soit déconnecté complètement, même si j'avais de la confiance avec les sauvegardes externalisées. Voilà les exemples un peu précis, mais voilà des grosses choses auxquelles je pense. Et C'est vrai que alors, on avait déjà les mots de passe. Les mots de passe, on avait déjà les mots de passe sécurisés, 12 caractères et tout ça. On n'est pas passé à 16. On avait déjà les mots de passe. Et aussi, ce qu'on avait déjà fait, c'était mettre les comptes AD sur la plupart des applicatifs, et pour sécuriser aussi tous les applicatifs. Et il nous restait, je crois, Office 365 qu'on n'avait pas fait. Donc, on l'avait relié. On avait dû le faire ça un peu après. Voilà, aussi. non, donc en effet, il manque peut-être l'étape zéro avant de bien connaître son SI. Tu l'as dit, c'est déjà s'assurer qu'on a des sauvegardes. Et Oui. on ne répétera jamais assez aussi, c'est de tester ces sauvegardes Oui. pour s'assurer qu'on puisse les réutiliser Oui. le jour où on en a besoin. Et auquel cas, toute la préparation de crise qu'on expose là justement à travers les différentes étapes aura plus de sens, puisque repartir sur un SI nouveau et donc avec des données perdues, malheureusement, ça impacte beaucoup plus l'entreprise. Donc c'est vrai que les sauvegardes, il est important de le rappeler qu'il ne faut pas le négliger, et surtout que si j'ai même un collègue hier qui me disait encore, des sauvegardes non testées ne sont pas des sauvegardes réelles. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Et après, en Ensuite, plus, les nouveaux hackers, maintenant, enfin, leur but, comme disait un de tes collègues, c'était que soit de supprimer sauvegarde, soit de les verrouiller avant de faire une attaque sur des serveurs, quoi. C'était une des premières étapes qu'ils faisaient. exactement, en effet, on l'a retrouvé ils s'attaquent depuis un petit moment déjà aux sauvegardes, mais ils essayent en effet même même d'ailleurs par exemple tout ce qui est données immuables, ils essayent en effet de voir s'ils peuvent pas non plus supprimer un emplacement de stockage. Voilà, en effet, ils essayent vraiment de mettre à mal toutes les données où qu'elles soient, et ils sont plutôt très forts pour chercher et trouver où se trouvent les sauvegardes, de manière à les supprimer, à vous paralyser, ne pas vous permettre de repartir. Donc ça, c'est vrai que c'est un point extrêmement sur lequel il faut être vigilant en matière de sauvegarde. Parmi les différentes étapes, donc on a le socle de capacité, c'est de savoir quels sont les moyens matériels et logistiques sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour faire ma réponse à incident, avoir formalisé sa stratégie de communication, on en a parlé, définir son organisation de crise ensuite, donc avec les différentes parties prenantes et les différentes responsabilités de chacun, et puis ensuite, c'est de préparer ces différentes capacités en faisant appel potentiellement justement des partenaires externes, alors ou même inclure et avoir listé les différentes institutions. Tout à l'heure, je parlais de police et de gendarmerie pour tout ce qui est dépôt de plainte. C'est important de savoir si on doit justement, en fonction de sa localisation, se rediriger plutôt vers la police nationale ou vers la gendarmerie, de savoir aussi quelle est la procédure pour aller faire la déclaration à la CNIL dans le cadre d'impact sur les données personnelles, d'avoir formalisé un petit peu tout ça. Donc toutes ces étapes-là, en effet, elles se matérialisent par
différentes actions, différentes tâches qui ont justement pour objectif, comme on le disait, dans le cadre de connaître son SI, de bien avoir la documentation de son SI, de connaître les enjeux et son contexte, et de savoir réagir justement en fonction des différents chantiers de sécurisation qu'on a pu mener, et que ces chantiers soient vus avec la direction de manière cohérente avec les objectifs de l'entreprise. Donc quand on parle d'objectifs de l'entreprise, c'est de savoir aussi quel est l'impact d'une interruption de service et de connaître ses KPI. Donc on va parler souvent d'indicateurs qu'on va quantifier, tels que le RTO et le RPO, à savoir donc le temps de reprise d'activité qui est acceptable pour une entreprise et le temps de travail qu'on accepte de perdre. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment une des choses qui sont importantes à gérer par la DSI, la DSSI en concertation avec le management, avant justement de s'appuyer sur les différents moyens qu'on va utiliser en cas de gestion de crise. Donc ça va être les moyens de communication alternatifs. Alors tu as la chance, Olivier, la messagerie qui a été externalisée n'a pas été impactée. On a beaucoup de cas clients qui ont des messageries on-premise et qui se retrouvent aussi dans la capacité de communiquer même en interne avant de communiquer en externe. Donc il faut identifier quels sont ces moyens de communication. Ça peut être du WhatsApp, ça peut être des messageries externalisées alternatives qui sont utilisées que temporairement, et dans lequel on va justement mettre toutes les parties prenantes, donc avoir un annuaire, un inventaire des listes des personnes avec lesquelles on va devoir communiquer. Quand on va formaliser justement tout ça, il faut aussi stocker ces informations et pas sur le SI en interne, auquel cas on pourra malheureusement pas utiliser tout ce qu'on a procéduré et documenté après une cyberattaque. Donc voilà, tout ce socle de capacité est important à prendre en compte et on peut le faire, et il faut le faire si vous voulez justement être plus serein dans la gestion de crise. La communication de crise, important aussi pour pas perdre de temps, d'avoir créé de manière aussi encore une fois sereine différents modèles et d'identifier les acteurs et les partenaires institutionnels ou économiques avec lesquels on va devoir communiquer, communiquer pour informer, informer de manière on va dire stratégique sur le point de vue commercial, mais aussi communiquer sur le point de vue réglementation. Et donc là, c'est la législation qui impose, comme on le disait, d'informer les clients ou les fournisseurs qui ont été impactés par leurs données personnelles, ou d'informer justement les autorités et l'ANSSI. Donc c'est important d'avoir ces contacts dans l'annuaire et d'avoir aussi potentiellement des procédures qui soient déjà identifiées. Une fois qu'on a fait tout ça, Et donc on juste va... pour Oui. préciser, c'est un détail, mais comme il n'y a plus de réseau, c'est que ces procédures, c'est les infos du SI, enfin voilà, c'est que ça soit quelque part où on sait qu'on pourra y accéder sur une clé USB dans la salle serveur ou j'ai pas, enfin quelque chose qui soit déconnecté, au cas où qu'on puisse s'appuyer là-dessus si on n'a plus accès à rien du tout, quoi. Une des bonnes pratiques, en effet, est d'avoir un poste qui est dédié, qui est au Ah oui. coffre et dans lequel, si on ne veut pas, en effet, le mettre dans un hébergeur externalisé, dans un cloud, par exemple, public ou privé, ce genre de choses, ça peut être mis sur un PC qui est au coffre, et qui, pour le coup, de toute façon, quel que soit le mode de stockage, connecté ou déconnecté, il faut de toute façon prévoir aussi dans le process la mise à jour régulière de ces documents en fonction des changements sur le SI. Une fois qu'on a identifié justement les différentes parties prenantes, c'est d'avoir les contacts et les procédures qui vont bien, donc avec les experts si besoin justement pour la phase d'investigation, et les différentes fiches. On parle de fiches techniques ou fiches réflexes. C'est important aussi d'avoir des fiches réflexes pour les utilisateurs. On voit trop souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, des traces qui ont été supprimées. Donc sensibiliser les utilisateurs dans ces notions de réponse à incident, c'est important en prévention aussi, et donc de leur dire par exemple de ne pas éteindre les ordinateurs mais euh, de les laisser démarrer. Par contre, en effet, en désactivant la carte réseau ou en débranchant le câble réseau, de manière à conserver l'épreuve, mais sans ne plus le toucher. Donc ça se fait assez facilement par du placardage ou différents types de communication que vous avez en interne. Mais c'est important aussi de sensibiliser les collaborateurs en interne sur ces choses-là, à travers donc des fiches et des procédures qu'on peut facilement diffuser. Et puis, que ce soit les utilisateurs pour les sensibiliser encore mieux ou les parties prenantes en tant que telles, il faut définir un plan d'entraînement, alors qu'on va faire annuellement ou semestriellement, de manière à rendre un peu plus concret tout ce travail de préparation et être un petit peu plus, même si on n'est jamais préparé au mieux et
à l'exactitude des faits, on ne sait pas forcément quel attaquant et quel est le type d'attaque qui peut nous tomber sur la tête. Mais néanmoins, d'avoir ces premiers réflexes, d'avoir été entraîné ou avoir visualisé une simulation, bah, c'est extrêmement important pour pouvoir gérer un petit peu mieux quand même ce stress qu'on évoquait au départ. Hop. Donc voilà, je voudrais regarder, je ne sais pas si vous avez des questions, mais l'idée, je vois qu'en plus le temps est pas mal filé, donc on est encore dans le timing. Je vois d'ailleurs qu'il y a des questions, je vais les regarder tout de suite. N'hésitez pas à les poser dans la petite fenêtre de GoToMeeting que vous avez justement. Je vais faire un petit tri avant de justement de vous les reformaliser, de vous les restituer. Alors il y a une question en effet d'un Olivier. Quels sont les leviers sur lesquels tu as la possibilité, on va dire la capacité à gérer en interne et les leviers sur lesquels en fait tu te rends rapidement compte que bah, qu'il te faut de l'aide d'un prestataire ou de l'aide d'externe, on l'a cité, de l'aide de partenaires voisins. Est-ce que tu as déjà identifié des choses sur lesquelles malheureusement bah, on ne peut pas s'en sortir tout seul? Oui, bah là, enfin là, nous, on a été surpris. Enfin, toute la gestion de crise, effectivement, on s'est fait aider. On a senti qu'on avait besoin. Rien n'était écrit, donc on avait besoin de se faire guider. Donc oui, débrancher le réseau et ne pas éteindre les serveurs, ça c'est pas ce que moi j'avais en tête, quoi. Moi, il y a certains serveurs que j'ai arrêtés parce que moi je me disais qu'il fallait que ça arrête de enfin, dans ma tête, je me disais il fallait que ça arrête de cryptoloquer, donc je préférais arrêter le serveur. Et c'est vrai qu'après réflexion, ben, quand on voit l'investigation ensuite, on les laisser ouverts, c'est le mieux. Mais bon, voilà, c'était voilà. Vérifier que moi rapidement, ce que j'ai fait, c'est voilà débrancher les réseaux, couper l'internet avec son prestataire, quoi. Donc nous, c'était Adista, donc on a appelé Adista, et ça n'a pas forcément été simple parce que ben il faut avoir la bonne personne au bon moment pour être sûr qu'ils ont vraiment coupé l'internet complètement, pour être sûr que les pirates n'accèdent plus de l'extérieur. Euh, donc ça, c'est ce que nous on a fait. Et après, rapidement, on s'est fait aider de Novancy parce que bah, toute cette gestion de crise, c'était pas du tout écrit. Et comment repartir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, oui, on s'est fait complètement aider, oui. Bah, et ça n'a pas, enfin, j'ai vu d'autres comme Grand Angoulême, pour pas les citer, j'ai vu les impacts financiers étaient vraiment très importants pour eux. Nous, je pense pour dire des chiffres à peu près, on est autour de 10 à 20 000 euros pour l'impact sur la crise ponctuellement. Sur 23 serveurs et 500 PC, je trouve que c'était pas trop cher entre guillemets, même si on n'a pas forcément cet argent d'avance euh, pour ça. Mais je trouve que c'était raisonnable par rapport au travail qu'il y avait à faire, quoi. Alors une autre question sur justement les outils logiciels qui sont utilisés pour tous ces aspects. Alors il y a différents les aspects qu'on a évoqués. Il y a la phase de forensique, donc là qui nécessite en effet des outils d'investigation spécifiques. Alors, nos analystes et les ingénieurs sécurité qui interviennent pour tout ce qui est collecte de preuves, on va dire, par exemple, parler de capture de mémoire, il y a des Velociraptor, Velocity. On a des outils après bah, de collecte de logs et ensuite d'analyse de logs qu'on va utiliser dans le forensic. Donc là, on va souvent utiliser des outils qui sont les nôtres en interne à travers, par exemple, Nociem, dans lesquels on peut euh, intégrer des données et des logs. D'autres outils aussi open source qui sont mis à disposition par des communautés ou par la communauté ou par des éditeurs pour faire de l'analyse de logs Windows, par exemple, quand on récupère des logs de serveurs Windows, un outil comme Shenso. Donc voilà, il y a différents outils. Ça, c'est pour répondre peut-être au premier volet qui est quels sont les outils logiciels sur l'aspect forensique. Après, sur l'aspect plutôt préparation et gestion de crise. Euh, alors, il existe des outils propriétaires, des éditeurs de logiciels
qui vous commercialise un outil dans lequel on peut centraliser toute cette gestion documentaire qui va de l'analyse de risque à la fiche réflexe en passant par la PSSI, les différentes procédures techniques en fonction des différentes étapes de la rémédiation et de la reconstruction. Donc voilà, il y a différentes approches, comme ça a aussi un coût et que toute entreprise n'a pas forcément les moyens d'avoir l'acquisition de ce logiciel-là. Bah, il existe aussi c'est plus de l'organisation, donc des dépôts qui sont faits. Alors nous, pour le coup, on a mis en place une plateforme de communication temporaire pour garder justement le contact quand bah, les fameuses messageries internes ne sont pas disponibles. Donc ça met à disposition comme du type Slack, hein, de la messagerie, du chat, du partage de fichiers, de la visioconférence. Et dans cet outil-là, justement, on peut y stocker les documents stratégiques et les documents de gestion de crise de manière à ce qu'ils soient disponibles. Pour compléter, moi, c'est les deux outils qui m'ont marqué, c'est KeePass et Pingcastle. KeePass parce que c'est utilisable par n'importe qui pour stocker ses mots de passe et ça évite qu'ils soient en clair dans la messagerie ou ailleurs ou sur un papier écrit sous le clavier. Voilà. Et Pingcastle parce que c'est un outil très facile à utiliser et qui, au final, génère un fichier HTML où on voit très rapidement sur 4 domaines où est-ce qu'on en est de la sécurité de notre Active Directory. Donc ça, c'est, enfin, pour le coup, cet outil me paraît est vraiment super. Alors, autre question, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a une marque connue? Quelle est la marque compromise? Il n'y a pas de, il y a pas de marque, on va dire plus que les autres. Il y a en effet des éditeurs qui sont plus répandus que d'autres et on le voit du coup qui sont la cible d'attaque, enfin la cible, oui, de vulnérabilité et de 0D qui sont trouvés bah, plus que d'autres. Mais néanmoins, à partir du moment où de toute façon vous avez un firewall pour vous protéger d'Internet. Certes, il vous sécurise sur les flux entrants-sortants, mais ça reste un matériel avec des logiciels embarqués dedans par les éditeurs et la plupart sont souvent aussi intégrés sur la base de choses qui sont open source, comme justement les OpenSSL, etc. Donc, si vous avez une vulnérabilité, malheureusement, sur un de ces composants-là, c'est potentiellement toutes les marques qui peuvent être aussi concernées. Donc, après, justement, et là, c'est quand même mieux depuis ces 2 dernières années, les éditeurs ont aussi leurs propres équipes de CERT ou d'intelligence, d'équipes d'intelligence de la menace qui vient justement identifier quelles sont les vulnérabilités 0D qu'on a trouvées et comment les patcher rapidement. Et donc, ça sort souvent dans les jours qui suivent, voire même le patch sort avant que la vulnérabilité 0D ne soit publiée au niveau public, soit diffusée au niveau public. Comment pouvons-nous trouver techniquement la source de l'attaque? Je disais à travers les outils que j'ai cités tout à l'heure, la collecte de logs. Il nous faut avoir tous les systèmes impactés qui soient mis à disposition, laissés en l'état par les utilisateurs et par les équipes IT, et collecter un maximum de logs pour pouvoir nous investiguer. Alors ça se fait sur cette collecte de logs-là, et ça s'est complété aussi par nous, on se met dans la peau d'un attaquant pour identifier aussi quelle est la surface des attaques qu'a pu exploiter dans le cas où les logs ne viendraient pas nous donner trop d'indications sur le vecteur d'attaque ou sur justement le patient zéro qui est le premier patient infecté. Voilà, on a différentes sources, différentes approches qui vont nous permettre d'identifier la source de l'attaque, mais encore une fois, elle n'est pas toujours, ça faut le savoir, elle n'est pas toujours systématiquement identifiée, notamment quand par exemple c'est du phishing qui est le point d'entrée. C'est difficile de mettre en avant que c'est un spear phishing, donc une attaque ciblée avec un mail qui a été, un utilisateur a été la proie, qui a donné son utilisateur et son mot de passe, ses identifiants il y a peut-être 2 mois, 3 mois, qui n'ont pas été changés depuis, et puis l'attaque se fait 3 mois après. Est-ce que vous avez un EDR? Je ne sais pas si la question est à destination d'Olivier dans le cadre du contexte d'avant, ou est-ce qu'elle s'adresse à nouveau aussi dans le cadre de son accompagnement et de son offre?
En tout cas, oui, Je peux Novancy, répondre. Moi, je peux répondre, c'est que effectivement, on fait des choix financiers et donc à l'ADAPI, on n'avait pas la possibilité de mettre tout en EDR, donc on avait fait le choix de mettre l'antivirus EDR seulement sur les serveurs et l'antivirus sans EDR sur les postes. Et dans ma nouvelle entité, la Croisée DS, on a choisi d'aller directement sur l'EDR partout. Mais c'est vrai que ça a un impact quand même assez important. Voilà. Et c'est les recommandations aujourd'hui d'aller avec de l'EDR pour agir plus rapidement. C'est des impacts financiers, c'est des impacts techniques aussi parce que ça prend du process un peu plus que sans EDR. Pour moi, ce que j'en ai compris. Et du coup, parfois, il faut remplacer aussi des postes. Donc ça aussi c'est d'autres impacts encore derrière. Et pour revenir, c'est comme aussi, il faut avoir tous les postes en Windows 10, voire Windows 11 maintenant, et de plus avoir de Windows 12 serveur. Du coup, enfin voilà, ça c'est toutes les choses logiques, mais qui sont pas toujours évidents. Et c'est pas toujours évident de migrer un serveur, c'est pas toujours évident de passer tous les postes en Windows 11. Enfin voilà, mais c'est des logiques qu'il faut suivre pour essayer de maximiser sa sécurité. alors, dans le cas, en effet, d'Olivier, l'EDR n'était pas présent avant Non. l'attaque, et ça fait partie des choses, quand on parlait des budgets qui sont débloqués, partiellement ou totalement, ça fait partie des budgets qui sont débloqués souvent par les directions. Une des premières choses que l'on fait en réponse incident dans le cadre de la reconstruction. Parce que justement, on a, en fonction de la posture de reprise d'activité qui est faite, et donc qui elle-même est dépendante de l'investigation et de ses conclusions, on remet en service des postes de travail sans forcément changer de domaine, même le domaine Active Directory est durci. Bien sûr, ils seront mis en place après être contrôlés, mais pour avoir justement une surveillance de ces postes de travail qui sont mis en service et en production, c'est l'outil EDR qui va nous permettre d'avoir cette surveillance continue et permanente, qu'il n'y a pas quelque chose de dormant qui va se réveiller ou une nouvelle infection justement qui a pu être faite sans l'EDR, mais l'EDR elle va être là justement pour sonner l'alarme, donner l'alerte en cas de détection qui est faite. Je vois que l'heure a tourné, mais toujours donc des questions. On arrive à la fin. Je crois avoir répondu, en tout cas, même des fois de manière groupée, à l'ensemble des questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous en avez d'autres, vous pouvez nous contacter. Sachez que de toute façon, ce webinaire donc sera rediffusé et sera disponible je crois, sur notre chaîne YouTube. Donc, on pourra aussi vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Vous allez recevoir aussi un sondage à la fermeture de ce webinaire. N'hésitez pas surtout à y répondre. Ça prend que quelques secondes. C'est 5-6 questions. C'est ce qui va nous permettre pour nous euh, d'adapter le contenu de nos prochains webinaires, de répondre au mieux à vos attentes et d'aborder des sujets qui sont intéressants. N'hésitez pas à apporter vos remarques positives, négatives, tant qu'elles sont constructives, voilà, sur le format, sur la durée, etc. Très bien, mais je vous remercie pour votre présence, pour votre attention, et du coup, je clôture ce webinaire. Et puis encore merci à Olivier pour ta compagnie et ton retour d'expérience. Ton Merci Romain. témoignage était intéressant. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde, au revoir.